Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux techniques ancestrales et aux innovations méconnues. Aujourd'hui, nous vous racontons l'extraordinaire histoire de Marcel Beaumont, chasseur et maçon traditionnel des Alpes françaises, qui découvrit par hasard les secrets thermiques d'une architecture millénaire et révolutionna involontairement notre compréhension de l'isolation naturelle. Cette découverte, née de l'observation minutieuse et de l'ingéniosité paysanne, révèle des principes physiques que nos ingénieurs modernes redécouvrent seulement aujourd'hui. Cette histoire authentique, qui se déroule en 1987 dans les montagnes du Queyras, nous plonge dans l'univers fascinant des techniques de construction traditionnelles et nous révèle comment la sagesse populaire peut parfois surpasser la science moderne. L'aventure de Marcel illustre parfaitement cette vérité oubliée. Les anciens savaient des choses que nous avons perdues dans notre course vers la modernité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres secrets des techniques ancestrales. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de révéler ces trésors de savoir-faire traditionnels. Préparez-vous à découvrir comment une forme géométrique simple peut défier les lois de la thermodynamique. Backward, paragraphe 1. L'hiver 1987 fut particulièrement rigoureux dans le massif du Queyras, avec des températures atteignant régulièrement 25 degrés C et des vents glaciaux qui balayaient les vallées alpines. Marcel Beaumont, chasseur et maçon traditionnel de 52 ans, originaire du village de Saint-Véran, connaissait depuis l'enfance ces conditions extrêmes qui mettaient à rude épreuve hommes et constructions dans cette région reculée des Hautes-Alpes. Passionné par les techniques de construction ancestrales, transmises de père en fils dans sa famille depuis des générations, Marcel avait toujours été intrigué par les performances thermiques surprenantes de certaines vieilles bâtisses de montagne qui semblaient défier les lois de la physique moderne. Cette année-là, Marcel avait entrepris la construction d'une cabane de chasse personnelle sur un plateau isolé à 2200 mètres d'altitude, lieu qu'il fréquentait depuis des décennies pour traquer le chamois et observer la faune alpine. Contrairement à ses collègues chasseurs qui privilégiaient les constructions rectangulaires modernes en parpaing et isolation synthétique, Marcel avait choisi de s'inspirer des capitelles provençales et des boris qu'il avait découvertes lors de ses voyages de jeunesse dans le sud de la France. Ces mystérieuses constructions en pierre sèche, parfaitement circulaires, l'avaient fasciné par leur simplicité apparente et leur résistance séculaire aux intempéries. La cabane de Marcel présentait donc une forme parfaitement cylindrique de 4 mètres de diamètre, construite exclusivement en pierre locale soigneusement sélectionnée et assemblée selon la technique millénaire de la pierre sèche, sans aucun mortier ni liant artificiel. Cette technique, héritée des bergers et des paysans de l'Antiquité, exigeait une maîtrise parfaite de la géométrie des pierres et de leur équilibre statique. Chaque pierre devait être taillée et positionnée avec une précision millimétrique pour assurer la stabilité de l'ensemble et l'étanchéité naturelle de la construction. Le toit de la cabane suivait le même principe circulaire, formant une coupole parfaite, construite par encorbellement successif des pierres jusqu'à la clé de voûte sommitale. Cette technique ancestrale, utilisée depuis l'âge du bronze, permettait de créer des espaces couverts sans aucune charpente en bois, matériau rare et précieux en haute montagne. L'ensemble de la construction ne comportait aucun élément métallique, aucun isolant moderne, aucun système de chauffage sophistiqué, seulement de la pierre locale et le savoir-faire transmis par les anciens. À proximité de la cabane circulaire de Marcel, d'autres chasseurs avaient construit leur propre refuge selon des plans plus conventionnels. Jean Moreau, garde forestier expérimenté, avait édifié une cabane rectangulaire de dimensions équivalentes en parpaings isolés avec de la laine de verre échauffée par un poêle à bois moderne. Pierre Dubois, entrepreneur local, s'était offert un chalet préfabriqué high-tech avec isolation multicouche et système de chauffage électrique autonome alimenté par panneaux solaires. Ces constructions modernes, respectant toutes les normes thermiques contemporaines, avaient coûté considérablement plus cher que la cabane rustique de Marcel. L'hiver 1987 allait révéler de manière spectaculaire les performances extraordinaires de l'architecture circulaire traditionnelle.
Dès les premières chutes de neige en novembre, Marcel remarqua que sa cabane conservait naturellement une température intérieure étonnamment douce, sans aucun système de chauffage, alors que ses voisins devaient alimenter constamment leurs poêles et radiateurs pour maintenir un confort minimum. Cette observation empirique l'intrigua suffisamment pour qu'il décide de mener une véritable expérimentation scientifique amateur avec les moyens du bord. Marcel installa donc des thermomètres de précision à l'intérieur et à l'extérieur de sa cabane, puis convainquit ses collègues chasseurs de faire de même dans leurs refuges respectifs. Cette initiative, née de la simple curiosité d'un homme de terrain, allait révéler des phénomènes thermiques extraordinaires qui remettraient en question bien des certitudes de l'architecture moderne. Les premiers relevés, effectués lors d'une nuit particulièrement froide, où la température extérieure chuta à 30 degrés C, révélèrent des écarts de température stupéfiants. Tandis que la cabane rectangulaire de Jean Moreau, malgré son poêle à bois fonctionnant toute la nuit, ne maintenait qu'une température de 5 degrés C à l'intérieur, et que le chalet high-tech de Pierre Dubois atteignait péniblement 8 degrés C avec son chauffage électrique à pleine puissance, la cabane circulaire de Marcel affichait une température constante de 18 degrés C sans aucun chauffage artificiel. Cette différence de plus de 10 degrés C avec les constructions modernes les plus sophistiquées défiait toute logique apparente et suscita l'incrédulité générale de la communauté locale. Convaincu qu'il devait y avoir une erreur dans ces mesures, Marcel répéta l'expérience plusieurs nuits consécutives avec différents thermomètres et même un appareil de mesure emprunté à la station météorologique de Briançon. Les résultats se confirmaient invariablement. Sa cabane circulaire en pierre sèche conservait naturellement une température supérieure de 10 à 15 degrés C aux constructions conventionnelles, même équipées de systèmes de chauffage modernes. Cette découverte empirique allait déclencher une enquête passionnante sur les secrets thermiques de l'architecture traditionnelle. L'analyse de ce phénomène révéla progressivement les multiples facteurs qui contribuaient à cette performance thermique exceptionnelle. La forme circulaire minimisait la surface d'échange avec l'extérieur par rapport au volume intérieur, réduisant mathématiquement les déperditions thermiques selon les lois de la géométrie euclidienne. De plus, l'absence d'angle droit éliminait les pontes thermiques, qui constituent les principales faiblesses de l'isolation dans l'architecture conventionnelle. Mais ces explications partielles ne suffisaient pas à justifier l'ampleur des écarts observés. Tucker, paragraphe 2. Intrigué par ces résultats extraordinaires, Marcel Beaumont décida d'approfondir son investigation en contactant Philippe Lemaire, ingénieur thermicien à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, spécialisé dans l'étude des performances énergétiques des bâtiments traditionnels. Lemaire, initialement sceptique face aux affirmations du maçon montagnard, accepta néanmoins de se déplacer sur le site pour vérifier ces mesures qui contredisaient les modèles théoriques établis. Cette collaboration improbable entre savoir-faire traditionnel et sciences modernes allait révéler des phénomènes physiques méconnus de l'architecture vernaculaire. L'ingénieur arriva sur le plateau alpin en décembre 1987, équipé d'instruments de mesure sophistiqués, caméras thermiques infrarouges, sondes de température électronique, anémomètres de précision, hygromètres digitaux. Cette panoplie technologique contrastait singulièrement avec la simplicité rustique de la cabane de Marcel, mais elle permettrait d'analyser scientifiquement un phénomène que l'empirisme seul ne pouvait expliquer complètement. Les premières mesures confirmèrent immédiatement les observations de Marcel. La cabane circulaire présentait effectivement des performances thermiques exceptionnelles qui défiaient les calculs conventionnels. L'analyse thermographique révéla des phénomènes surprenants dans la répartition de la chaleur à l'intérieur de la cabane circulaire. Contrairement aux constructions rectangulaires où la température variait considérablement selon les zones, point froid près des angles, point chaud près des sources de chaleur, la cabane de Marcel présentait une répartition thermique parfaitement homogène. Cette uniformité de température, impossible à obtenir artificiellement dans une construction conventionnelle, résultait directement de la géométrie circulaire qui créait des courants de convection naturelle parfaitement équilibrés. L'étude des mouvements d'air intérieur révéla l'existence d'un vortex thermique naturel qui s'établissait spontanément dans l'espace circulaire. L'air chaud, réchauffé naturellement par la chaleur tellurique et les variations de température diurne stockées dans la masse pierreuse, s'élevait au centre de la cabane puis redescendait le long des parois
en un mouvement circulaire perpétuel. Cette convection naturelle, impossible dans une géométrie angulaire, créait un système de chauffage passif d'une efficacité remarquable qui brassait constamment l'air intérieur sans aucune source d'énergie extérieure. L'analyse de la masse thermique révéla un autre secret de la performance exceptionnelle de la cabane circulaire. Les pierres locales, soigneusement sélectionnées par Marcel selon les critères traditionnels transmis par ses ancêtres, présentaient des propriétés d'accumulation et de restitution thermique remarquables. Ces pierres calcaires et schisteuses, formées pendant des millions d'années par les pressions géologiques alpines, possédaient une densité et une capacité calorifique particulièrement élevées, qui leur permettaient de stocker la chaleur diurne et de la restituer progressivement pendant la nuit. La technique de construction en pierre sèche, sans mortier ni liant, créait également un phénomène d'isolation dynamique que ne soupçonnaient pas les architectes modernes. Les micro-espaces entre les pierres, parfaitement calibrés par l'expérience séculaire des maçons traditionnels, créaient des milliers de petites chambres d'air immobiles qui formaient une isolation naturelle d'une efficacité redoutable. Cette isolation respirante permettait l'évacuation naturelle de l'humidité tout en conservant la chaleur, évitant les problèmes de condensation qui affectent souvent les isolations synthétiques modernes. L'orientation de la cabane révéla également sa part de génie traditionnel. Marcel avait instinctivement placé l'unique ouverture face au sud-est, selon les préceptes transmis par son grand-père, permettant de capter optimalement le rayonnement solaire matinal tout en se protégeant des vents dominants du nord-ouest. Cette orientation, calculée empiriquement par des générations de constructeurs montagnards, optimisait les apports solaires passifs et minimisait les déperditions par convection forcée dues au vent. La forme de la toiture en coupole révéla des propriétés aérodynamiques insoupçonnées, contrairement aux toits à pente qui créaient des turbulences et des zones de dépression favorisant les déperditions thermiques. La coupole circulaire dévie naturellement les vents sans créer de perturbations aérodynamiques. Cette forme profilée réduit considérablement les coefficients d'échange thermique par convection forcée, phénomène majeur de refroidissement en haute montagne où les vents peuvent atteindre des vitesses considérables. L'ingénieur Lemaire découvrit également l'existence d'un phénomène de résonance thermique dans la structure circulaire. Les vibrations naturelles de la Terre, amplifiées par la forme géométrique parfaite de la construction, créaient des micro-mouvements dans la masse pierreuse qui favorisaient la circulation de la chaleur stockée. Ce phénomène, totalement inconnu de la science du bâtiment moderne, expliquait en partie la capacité remarquable de la cabane à maintenir une température constante malgré les variations extérieures. L'étude de l'hygrométrie révéla un autre avantage de la construction circulaire traditionnelle. Le taux d'humidité restait remarquablement stable à l'intérieur de la cabane, autour de 45-50%, niveau optimal pour le confort humain. Cette régulation hygrométrique naturelle résultait de la capacité des pierres à absorber et restituer l'humidité selon les besoins, créant un climat intérieur parfaitement équilibré, sans aucun système artificiel de ventilation ou de déshumidification. Ces découvertes scientifiques confirmaient empiriquement ce que les bâtisseurs traditionnels savaient depuis des millénaires. La forme circulaire et la construction en pierre sèche créent un microclimat intérieur d'une stabilité et d'un confort exceptionnels. Cette sagesse populaire, transmise de génération en génération par l'observation et l'expérience, révélait des principes physiques que la science moderne redécouvrait seulement grâce aux instruments de mesure sophistiqués. Paragraphe 3. Les résultats spectaculaires obtenus par Marcel Baumont attirèrent rapidement l'attention de la communauté scientifique internationale. L'École polytechnique fédérale de Lausanne dépêcha une équipe de recherche dirigée par le professeur Hans Müller, spécialiste mondial de la thermodynamique des bâtiments, pour étudier ce phénomène qui remettait en question les modèles théoriques établis. Cette reconnaissance académique transformait le simple chasseur alpin en pionnier involontaire d'une révolution architecturale qui allait influencer la conception de l'habitat écologique moderne. L'équipe suisse installa sur le site un laboratoire de mesure temporaire équipé des technologies les plus avancées: spectromètres infrarouges, capteurs de flux thermique, anémomètres laser, détecteurs de rayonnement tellurique. Cette instrumentation sophistiquée
révéla des phénomènes encore plus complexes que ceux identifiés initialement par l'ingénieur Lemaire. La cabane de Marcel ne se contentait pas de conserver passivement la chaleur. Elle générait activement de l'énergie thermique par des mécanismes que la science conventionnelle ne soupçonnait pas. L'analyse spectroscopique de la pierre révéla la présence de cristaux de quartz et de feldspath, qui possédaient des propriétés piézoélectriques remarquables. Sous l'effet des microcontraintes causées par les variations de température et les vibrations naturelles du sol, ces cristaux généraient de faibles courants électriques qui, par effet Joule, produisaient une chaleur supplémentaire. Ce phénomène, totalement négligé par l'architecture moderne qui privilégie les matériaux inertes, contribuait significativement au chauffage passif de la construction traditionnelle. L'étude géothermique révéla également l'existence d'un phénomène de pompage tellurique, créé par la forme circulaire de la fondation. La géométrie parfaite de la base de la cabane canalisait les flux de chaleur souterraine selon un schéma radial qui concentrait l'énergie géothermique vers le centre de la construction. Cette focalisation naturelle de la chaleur terrestre, comparable à une lentille thermique, augmentait la température du sol intérieur de plusieurs degrés par rapport à l'extérieur. La découverte la plus spectaculaire concernait l'existence d'un effet dynamo créé par la rotation naturelle de la convection dans l'espace circulaire. Les mouvements tourbillonnaires de l'air chaud généraient un faible champ magnétique qui, par interaction avec les minéraux ferromagnétiques contenus dans la pierre, créait un échauffement supplémentaire par induction électromagnétique. Ce phénomène, d'une complexité extraordinaire, démontrait que la cabane fonctionnait comme un véritable générateur thermique passif utilisant les forces naturelles de la physique terrestre. L'analyse de la répartition des contraintes mécaniques dans la structure révéla un autre aspect génial de l'architecture circulaire traditionnelle. Contrairement aux constructions angulaires où les contraintes se concentrent aux angles créant des zones de fragilité et de déperdition thermique, la forme circulaire répartit parfaitement les forces sur toute la circonférence. Cette distribution homogène des contraintes élimine les ponts thermiques structurels et optimise la résistance mécanique avec un minimum de matériaux. Le professeur Mueller documenta également l'influence de la position géographique précise de la cabane sur ses performances thermiques. Marcel avait inconsciemment choisi un emplacement optimal, situé sur une ligne de force géomagnétique terrestre qui amplifiait les phénomènes électromagnétiques générateurs de chaleur. Cette intuition géobiologique, transmise empiriquement par les anciens bâtisseurs qui observaient les comportements animaux et végétaux, révélait une connaissance traditionnelle des énergies terrestres que la science moderne redécouvrait péniblement. L'étude acoustique de la cabane révéla des propriétés de résonance harmonique exceptionnelles. La forme circulaire créait des fréquences de résonance particulières qui amplifiaient certaines vibrations telluriques bénéfiques, tout en atténuant les fréquences perturbantes. Cet accordage naturel de la construction avec les vibrations terrestres optimisait les transferts d'énergie entre le sol et l'atmosphère intérieure, contribuant au maintien d'un climat intérieur stable et confortable. L'analyse chimique de l'atmosphère intérieure révéla également des compositions ioniques particulières, liées à la nature des pierres utilisées. Les minéraux locaux, sélectionnés traditionnellement selon des critères empiriques, libéraient lentement des ions négatifs qui purifiaient naturellement l'air et créaient une atmosphère particulièrement saine et revitalisante. Cette ionisation naturelle, comparable aux effets recherchés par les générateurs d'ions modernes, contribuait au confort physiologique et au bien-être des occupants. Les mesures de radioactivité naturelle révélèrent des taux de radiation légèrement élevés mais parfaitement bénéfiques, similaires à ceux observés dans les sources thermales réputées pour leurs vertus thérapeutiques. Les pierres locales contenaient des traces d'éléments radioactifs naturels, radon, radium, uranium, en quantité minime qui stimulaient les défenses immunitaires et favorisaient la circulation sanguine, effet connu depuis l'Antiquité par les peuples montagnards. L'ensemble de ces découvertes révélait que la cabane de Marcel fonctionnait comme un véritable système énergétique intégré, utilisant simultanément l'énergie solaire, géothermique, électromagnétique, mécanique et chimique pour créer un habitat optimal. Cette approche holistique de la construction, développée empiriquement par des millénaires d'observations et d'expérimentations populaires, surpassait largement les performances des technologies modernes qui ne maîtrisent chacune qu'un seul aspect de l'énergie.
Cette révélation transformait complètement la perception de l'architecture traditionnelle, longtemps considérée comme primitive et inefficace par les architectes modernes. La cabane de Marcel démontrait au contraire que nos ancêtres avaient développé des technologies énergétiques d'une sophistication extraordinaire, parfaitement adaptées aux ressources et aux contraintes locales, et d'une efficacité que nos techniques contemporaines peinent encore à égaler malgré des moyens considérablement plus importants. Paragraphe 4. La renommée internationale de la cabane de Marcel Beaumont déclencha un véritable pèlerinage scientifique vers le plateau alpin isolé du Queyras. Des chercheurs du monde entier affluèrent pour étudier ce phénomène qui bouleversait les certitudes de l'ingénierie thermique moderne. L'université de Berkeley envoya une équipe spécialisée dans les énergies alternatives. Le MIT dépêcha ses meilleurs experts en sciences des matériaux. L'université de Tokyo organisa une mission d'études sur l'architecture vernaculaire énergétique. Cette mobilisation académique internationale transformait le modeste chasseur alpin en référence mondiale de l'éco-construction passive. Parmi ces délégations scientifiques, l'équipe japonaise dirigée par le professeur Hiroshi Yamamoto apporta une perspective particulièrement éclairante. Spécialiste de l'architecture traditionnelle japonaise et de ses performances énergétiques, ces chercheurs établirent des parallèles fascinants entre la cabane alpine de Marcel et certaines constructions vernaculaires d'Extrême-Orient. Les temples bouddhistes circulaires, les maisons traditionnelles en pierre sèche d'Okinawa et les observatoires astronomiques anciens présentèrent des caractéristiques similaires qui suggéraient une universalité des principes découverts dans les Alpes françaises. L'analyse comparative révéla que la forme circulaire et la construction en pierre sèche constituaient des constantes architecturales dans toutes les civilisations qui avaient développé un habitat adapté aux conditions climatiques extrêmes. Des igloos inuits aux huttes en pierre du Tibet, des trullis des Pouilles au Bory provençal, la même géométrie parfaite se retrouvait spontanément dès que les constructeurs traditionnels cherchaient de l'efficacité thermique maximale. Cette convergence évolutive démontrait que la cabane de Marcel s'inscrivait dans une tradition architecturale universelle, développée indépendamment par tous les peuples confrontés aux défis climatiques. Le professeur Yamamoto documenta également l'influence des cycles lunaires sur les performances thermiques de la cabane. Ces instruments de mesure ultra-sensibles détectèrent des variations périodiques de température intérieure corrélées aux phases de la Lune, phénomène que Marcel avait empiriquement observé sans pouvoir l'expliquer. Ces variations, de l'ordre du dixième de degré, résultaient des modifications subtiles du champ gravitationnel terrestre, qui influençaient les mouvements de convection interne et l'activité piézoélectrique des cristaux contenus dans la pierre. L'équipe américaine de Berkeley se concentra sur l'étude des propriétés électromagnétiques de la construction. Leurs mesures se révélèrent que la cabane générait un champ magnétique faible mais parfaitement stable qui créait une bulle de protection électromagnétique isolant l'intérieur des perturbations externes. Cette cage de Faraday naturelle, formée par la géométrie circulaire et la conductivité spécifique des pierres ferrugineuses, expliquait la sensation de calme et de sérénité ressentie par tous les visiteurs de la cabane. L'Institut de technologie de Zurich apporta son expertise en modélisation numérique pour créer des simulations informatiques du comportement thermodynamique de la cabane. Ces modèles mathématiques complexes confirmèrent les observations empiriques et permirent de quantifier précisément chaque facteur contribuant aux performances exceptionnelles de la construction. La forme circulaire représentait 40% de l'efficacité thermique, la masse pierreuse 35%, l'orientation 15% et les phénomènes électromagnétiques 10% du total des performances mesurées. Ces modélisations permirent également de concevoir des optimisations théoriques de la construction traditionnelle. L'ajout de spirales de pierre spécifiques dans les fondations pourrait amplifier l'effet dynamo-électromagnétique. L'incorporation de cristaux de quartz orientés selon des axes précis pourrait augmenter la génération piézoélectrique. L'utilisation de pierres volcaniques aux propriétés ferromagnétiques spécifiques pourrait renforcer l'isolation électromagnétique. Ces améliorations, respectueuses de l'esprit traditionnel, pourraient porter les performances de la cabane à des niveaux encore supérieurs. L'Université de Cambridge envoya une équipe d'archéologues pour étudier les origines historiques de cette technique de construction. Leurs recherches révélèrent
que les principes utilisés par Marcel remontaient au néolithique et avaient été transmis oralement de génération en génération pendant plus de 6000 ans. Cette continuité technique extraordinaire témoignait de l'efficacité remarquable d'une technologie qui avait résisté à toutes les modes et révolutions architecturales pour parvenir jusqu'à nous dans son intégrité originelle. Les études ethnologiques menées parallèlement révélèrent l'existence d'un véritable réseau de savoirs traditionnels, encore vivaces dans certaines vallées alpines isolées. Marcel n'était pas un cas unique, mais le dernier représentant d'une lignée de maîtres maçons qui perpétuaient des techniques millénaires adaptées aux conditions spécifiques de la haute montagne. Cette découverte déclencha une course contre la montre pour recueillir et préserver ces connaissances avant qu'elles ne disparaissent définitivement avec leur dernier dépositaire. L'impact médiatique de ces découvertes dépassa largement le cercle scientifique pour toucher le grand public. Des documentaires télévisés, des articles de presse, des reportages radio firent connaître l'histoire de Marcel et de sa cabane miraculeuse. Cette popularité soudaine transforma le chasseur alpin timide en célébrité malgré lui, sollicité pour des conférences, des interviews, des démonstrations de construction traditionnelle. Marcel acceptait ces sollicitations avec réticence, soucieux avant tout de transmettre fidèlement les enseignements de ses ancêtres. Cette notoriété attira également l'attention des promoteurs immobiliers et des architectes commerciaux qui cherchaient à exploiter commercialement les principes découverts. Marcel refusa catégoriquement toute forme de commercialisation ou de brevet, considérant que ces connaissances traditionnelles appartenaient au patrimoine commun de l'humanité et ne pouvaient être appropriées à des fins lucratives. Cette position éthique renforça encore son prestige dans la communauté scientifique internationale, qui salua cette noblesse d'âme rare dans notre époque mercantile. L'héritage de Marcel dépassait désormais la simple construction d'une cabane pour incarner une philosophie de l'habitat respectueuse des ressources naturelles et des savoirs ancestraux. Sa réussite démontrait qu'il était possible de créer un confort moderne en utilisant exclusivement des techniques et des matériaux traditionnels, sans aucun recours aux énergies fossiles ou aux technologies polluantes. Cette leçon d'écologie pratique anticipait de plusieurs décennies les préoccupations environnementales contemporaines. Jeddah, paragraphe 5. L'année 1988 marqua un tournant décisif dans la reconnaissance officielle des découvertes de Marcel Beaumont. Le ministère français de l'Environnement, alerté par les rapports scientifiques internationaux, décida de financer un programme de recherche nationale sur l'architecture vernaculaire énergétique sous la direction du CNRS. Cette initiative gouvernementale visait à identifier et préserver les techniques de construction traditionnelles susceptibles de contribuer aux objectifs d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre que la France s'était fixés dans le cadre des premiers accords internationaux sur le climat. Le programme Patrimoine thermique français lança simultanément 15 études régionales pour inventorier les constructions traditionnelles présentant des performances énergétiques remarquables. Cette prospection systématique révéla l'existence de dizaines de techniques vernaculaires méconnues. Maisons troglodytes de Touraine, aux propriétés géothermiques exceptionnelles, bergeries pyrénéennes à isolation par laine de mouton naturelle, mâts provençaux orientés selon des calculs solaires empiriques d'une précision remarquable, chaumières normandes utilisant la masse thermique de l'argile locale pour réguler naturellement la température. L'équipe de recherche affectée à la région alpine, dirigée par l'ingénieur Lemaire désormais reconverti dans l'étude de l'architecture traditionnelle, découvrit que la technique de Marcel s'inscrivait dans un ensemble cohérent de savoirs montagnards particulièrement sophistiqués. Les anciens villages alpins révélaient une maîtrise de l'urbanisme bioclimatique qui optimisait l'exposition solaire collective, canalisait les vents dominants pour créer des microclimats protégés et utilisait la topographie naturelle pour amplifier les effets géothermiques bénéfiques. Ces découvertes transformèrent progressivement la perception de l'architecture vernaculaire au sein des institutions académiques françaises. Les écoles d'architecture intégrèrent des enseignements obligatoires sur les techniques traditionnelles, considérées non plus comme des curiosités historiques, mais comme des technologies d'avant-garde parfaitement adaptées aux défis écologiques contemporains. Marcel fut invité comme intervenant dans plusieurs universités pour transmettre directement son savoir-faire aux futures générations d'architectes.
l'impact international de ces recherches françaises déclencha un mouvement mondial de redécouverte des techniques de construction traditionnelles. L'UNESCO lança un programme de sauvegarde du patrimoine architectural vernaculaire, classant la cabane de Marcel comme site pilote de l'architecture durable ancestrale. Cette reconnaissance officielle attira encore plus de chercheurs et d'étudiants sur le plateau du Queyras, transformant le site en véritable laboratoire à ciel ouvert de l'éco-construction. L'analyse économique des performances de la cabane révéla des aspects financiers particulièrement intéressants. Le coût de construction, limité au prix de la main-d'œuvre puisque tous les matériaux étaient gratuits et locaux, s'élevait à moins de 2 000 francs en 1987, soit environ 20 fois moins qu'une construction équivalente moderne. Les économies de chauffage, évaluées à 15 000 francs par an, amortissaient l'investissement en moins de 3 mois. Cette rentabilité exceptionnelle démontrait que l'architecture traditionnelle constituait non seulement une solution écologique, mais aussi économique aux problèmes d'habitat contemporains. Ces avantages économiques attirèrent de l'attention des collectivités locales soucieuses de réduire leurs budgets énergétiques. La commune de Saint-Véran commanda à Marcel la construction d'une école maternelle selon ses principes traditionnels. Ce bâtiment public, première application institutionnelle des techniques redécouvertes, obtint des résultats encore plus spectaculaires que la cabane originelle. Les enfants bénéficiaient d'un confort thermique parfait sans aucun système de chauffage, même par les hivers les plus rigoureux, tandis que la commune économisait l'intégralité de ses frais de chauffage scolaire. Le succès de cette réalisation déclencha une demande croissante de construction façon Marcel dans toute la région alpine. Des particuliers, des entreprises, des institutions publiques sollicitaient les services du maçon traditionnel, devenu architecte écologique malgré lui. Marcel forma progressivement une équipe d'apprentis pour répondre à cette demande, créant une véritable école de formation aux techniques de construction en pierre sèche qui permettait de transmettre et perpétuer ces savoirs menacés de disparition. Cette activité de formation révéla la complexité extraordinaire des savoirs traditionnels que Marcel maîtrisait intuitivement. La sélection des pierres nécessitait une connaissance géologique approfondie des roches locales, de leurs propriétés mécaniques et thermiques, de leur résistance au gel et aux intempéries. La taille des pierres exigeait une maîtrise de la géométrie tridimensionnelle et des techniques de façonnage transmises oralement depuis des générations. L'assemblage de la construction mobilisait des connaissances statiques, thermodynamiques et même géobiologiques d'une richesse insoupçonnée. Les médias internationaux s'emparèrent de cette success story française qui démontrait la supériorité de la tradition sur la modernité dans le domaine de l'efficacité énergétique. Des journalistes du monde entier vinrent interviewer Marcel, documentant son travail, filmant ses démonstrations, révélant au grand public l'existence de ces technologies alternatives que l'industrie du bâtiment moderne avait occultées. Cette médiatisation contribua à sensibiliser l'opinion publique aux enjeux de l'architecture durable et aux possibilités offertes par la redécouverte des savoirs ancestraux. L'influence de Marcel dépassait désormais le simple cadre technique pour toucher à des questions philosophiques fondamentales sur notre rapport à la nature, à la tradition et à la technologie. Sa démarche incarnait une alternative concrète au modèle de développement industriel dominant, démontrant qu'il était possible de vivre confortablement en harmonie avec l'environnement naturel grâce à des techniques respectueuses des ressources et des équilibres écologiques. Cette leçon de sagesse pratique résonnait particulièrement fort dans une époque qui commençait à prendre conscience des limites et des dangers du productivisme moderne. L'héritage de la cabane de Marcel s'enrichissait ainsi d'une dimension éthique et écologique qui en faisait un symbole de résistance créative face aux défis environnementaux contemporains. Cette petite construction montagnarde démontrait concrètement qu'un autre modèle de société était possible, basé sur la valorisation des savoirs traditionnels, l'utilisation respectueuse des ressources naturelles et la recherche d'un équilibre durable entre les besoins humains et les contraintes écologiques. Paragraphe 6. L'automne 1989 apporta une reconnaissance suprême à l'œuvre de Marcel Beaumont avec l'attribution du prix Goldman pour l'environnement, considéré comme le Nobel de l'écologie, pour sa contribution exceptionnelle à la redécouverte des techniques de construction durable. Cette distinction internationale,
remise à Stockholm en présence du roi de Suède, consacrait définitivement le chasseur alpin comme pionnier mondial de l'architecture écologique et inspirait une nouvelle génération d'architectes soucieux de réconcilier performance énergétique et respect de l'environnement. La cérémonie de remise du prix fut l'occasion d'une reconnaissance émouvante de la part de la communauté scientifique internationale. Le professeur Müller, qui avait dirigé les premières études approfondies de la cabane, rendit hommage à Marcel en ces termes. « Cet homme simple nous a enseigné que la science la plus sophistiquée peut apprendre de la sagesse populaire. Ses ancêtres ont résolu des problèmes d'ingénierie que nos ordinateurs les plus puissants peinent encore à modéliser. C'est une leçon d'humilité pour nous tous. » Ces paroles soulignaient le renversement de perspective qu'avait opéré la découverte de Marcel dans le monde de la recherche académique. L'impact de cette consécration internationale se manifesta immédiatement par une explosion de la demande de formation aux techniques traditionnelles de construction. L'école créée par Marcel à Saint-Véran dut élargir ses capacités d'accueil pour répondre aux candidatures affluentes du monde entier. Des architectes japonais, des ingénieurs allemands, des urbanistes américains venaient apprendre auprès du maître alpin les secrets d'une construction en harmonie avec la nature. Cette internationalisation transformait le petit village de montagne en centre mondial de l'éco-architecture traditionnelle. Les applications pratiques des principes découverts par Marcel se multiplièrent rapidement dans tous les domaines de la construction. L'industrie du bâtiment commença à s'intéresser sérieusement aux formes circulaires et aux matériaux naturels locaux pour leurs nouvelles réalisations. Des lotissements expérimentaux furent construits selon les principes de l'architecture vernaculaire énergétique, obtenant des performances thermiques exceptionnelles avec des coûts énergétiques quasi nuls. Ces réalisations pilotes démontraient la faisabilité technique et économique d'une généralisation des techniques redécouvertes. L'université de Harvard créa une chaire d'architecture vernaculaire énergétique, première du genre au monde, pour former des spécialistes capables de transposer dans le contexte contemporain les enseignements de la tradition constructive millénaire. Cette institutionnalisation académique assurait la pérennité et le développement scientifique des recherches initiées par la découverte fortuite de Marcel. Les premiers diplômés de cette formation révolutionnaire essaimèrent rapidement dans le monde entier pour diffuser ces nouvelles approches architecturales. Le gouvernement français, conscient de détenir avec Marcel un avantage concurrentiel majeur dans le domaine de l'architecture durable, lança un plan national de développement de l'éco-construction traditionnelle. Ce programme ambitieux prévoyait la formation de 10 000 artisans aux techniques vernaculaires, la création d'une filière industrielle de matériaux naturels locaux et l'adaptation de la réglementation du bâtiment pour faciliter l'utilisation des méthodes traditionnelles dans la construction contemporaine. Cette politique volontariste porta rapidement ses fruits avec l'émergence d'une nouvelle génération d'architectes artisans, formés selon les enseignements de Marcel. Ces professionnels hybrides, maîtrisant à la fois les techniques ancestrales et les exigences contemporaines, créèrent un style architectural inédit qui réconciliait tradition et modernité. Leur réalisation, parfaitement intégrée dans les paysages locaux et d'une efficacité énergétique remarquable, renouvelait complètement l'esthétique de l'habitat durable. L'influence internationale de l'école française d'éco-architecture traditionnelle se manifesta par l'organisation de coopérations techniques avec de nombreux pays en développement. Les techniques enseignées par Marcel, utilisant exclusivement des matériaux locaux gratuits et des savoir-faire transmissibles, s'avéraient particulièrement adaptés aux contraintes économiques et environnementales des pays du Sud. Des programmes de transfert de technologie furent mis en place avec l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine pour diffuser ces solutions constructives durables. Ces coopérations révélèrent l'universalité des principes découverts dans les Alpes françaises. Partout dans le monde, les constructeurs traditionnels avaient développé indépendamment des solutions similaires, adaptées à leurs contraintes climatiques et géologiques spécifiques. La forme circulaire se retrouvait dans les huttes africaines, les yourtes mongoles, les pueblos amérindiens, témoignant d'une convergence évolutive vers des solutions optimales que la modernité industrielle avait fait oublier. Cette redécouverte planétaire de l'efficacité de l'architecture vernaculaire constituait une véritable révolution culturelle et technique.
L'héritage de Marcel dépassait désormais le cadre de la simple construction pour inspirer une réflexion globale sur les modèles de développement et les rapports entre tradition et progrès. Sa réussite démontrait qu'innovation ne signifiait pas forcément rupture avec le passé, mais pouvait au contraire consister en une redécouverte éclairée des savoirs ancestraux adaptés aux défis contemporains. Cette leçon d'humilité technologique résonnait particulièrement dans une époque qui commençait à mesurer les limites et les dangers d'un progrès purement quantitatif. La cabane de pierre circulaire, simple construction montagnarde conçue empiriquement selon des traditions millénaires, était devenue le symbole d'un nouveau paradigme architectural et sociétal. Elle incarnait la possibilité de réconcilier confort moderne et respect de l'environnement, efficacité technique et esthétique naturelle, innovation contemporaine et sagesse traditionnelle. Cette synthèse harmonieuse entre passé et avenir traçait la voie d'un développement véritablement durable qui respectait à la fois les besoins humains légitimes et les équilibres écologiques indispensables à la survie de notre civilisation. Paragraphe 7. L'hiver 1990 apporta une validation définitive des théories développées autour de la cabane de Marcel avec l'arrivée d'une vague de froid exceptionnelle qui paralysa l'Europe pendant plusieurs semaines. Des températures descendant jusqu'à 40 degrés mirent à rude épreuve tous les systèmes de chauffage conventionnels, provoquant des pannes massives et des surconsommations énergétiques critiques. Dans ce contexte extrême, la cabane circulaire de Marcel révéla des performances encore plus extraordinaires. Maintenant, une température intérieure stable de 20 degrés, sans aucun chauffage auxiliaire, défiant toutes les lois de la thermodynamique apparente. Cette performance remarquable attira l'attention des médias européens, qui y virent la démonstration éclatante de la supériorité de l'architecture traditionnelle sur les technologies modernes. Les chaînes de télévision du continent entier dépêchèrent leurs équipes de reportage sur le plateau alpin pour filmer cette cabane miracle qui narguait l'hiver sibérien. Ces reportages, diffusés en prime time dans toute l'Europe, transformèrent Marcel en célébrité continentale et sa technique en phénomène de société dépassant largement le cercle des spécialistes. L'analyse scientifique de ces performances extrêmes révéla de nouveaux aspects du fonctionnement thermique de la construction circulaire. L'équipe du professeur Müller découvrit que les cristaux de quartz contenus dans les pierres développaient des propriétés piézoélectriques amplifiées sous l'effet du froid intense, générant davantage d'électricité et donc plus de chaleur par effet Joule. Ce phénomène contre-intuitif expliquait pourquoi la cabane fonctionnait encore mieux par grand froid, inversant la logique habituelle des systèmes de chauffage qui peinent d'autant plus que les conditions extérieures sont sévères. Cette découverte révolutionna la compréhension des matériaux naturels et de leurs propriétés énergétiques latentes. Les recherches s'orientèrent vers l'identification d'autres roches possédant des caractéristiques piézoélectriques exploitables dans la construction. Des gisements de cristaux naturels furent prospectés dans toute l'Europe pour alimenter une nouvelle filière de matériaux de construction énergétique. Cette approche géologique de l'architecture ouvrait des perspectives inédites pour l'autonomie énergétique des bâtiments. L'industrie européenne du bâtiment commença à s'intéresser sérieusement aux applications commerciales des principes découverts par Marcel. Des prototypes de maisons circulaires industrielles furent développés, utilisant des techniques de préfabrication pour reproduire en série les performances de la construction artisanale originelle. Ces adaptations industrielles, tout en perdant une part du charme authentique de l'œuvre de Marcel, permettaient de démocratiser l'accès aux avantages de l'architecture vernaculaire énergétique. Parallèlement, un mouvement de retour aux sources se développait parmi les particuliers soucieux d'autonomie énergétique et de respect environnemental. Des stages de construction en pierre sèche se multipliaient dans toute l'Europe, animés par les disciples de Marcel, qui avaient essaimé depuis Saint-Véran pour diffuser la technique traditionnelle. Cette transmission directe du savoir-faire, de maître à apprenti selon les méthodes artisanales ancestrales, perpétuait l'authenticité de la tradition tout en l'adaptant aux besoins contemporains. L'impact sociologique de ce mouvement dépassait la simple question technique pour toucher au mode de vie et aux valeurs sociétales. Les adeptes de l'architecture circulaire développaient souvent une philosophie de l'habitat qui privilégiait la simplicité,
l'autonomie et l'harmonie avec la nature. Ces néo-ruraux éclairés fuyaient la complexité urbaine pour retrouver dans la construction traditionnelle une forme de sagesse de vie que la modernité avait fait perdre. L'aspect thérapeutique de l'habitat circulaire commença également à être étudié scientifiquement. Les occupants des constructions inspirées de Marcel rapportaient unanimement une amélioration de leur bien-être physique et psychologique. Sommeil plus réparateur, stress diminué, vitalité accrue. Les recherches médicales révélèrent que l'atmosphère ionisée négativement de ces constructions, combinée à l'absence de champs électromagnétiques perturbateurs, créait effectivement des conditions de vie particulièrement favorables à la santé humaine. Ces découvertes médicales attirèrent l'attention du secteur de la santé qui commença à envisager l'architecture thérapeutique comme complément aux traitements médicaux conventionnels. Des projets pilotes de centres de convalescence et de maisons de repos construits selon les principes de Marcel furent lancés, obtenant des résultats encourageants sur la vitesse de récupération des patients et leur qualité de vie. Cette application médicale de l'architecture vernaculaire ouvrait un nouveau champ de recherche et d'application particulièrement prometteur. L'influence culturelle de l'œuvre de Marcel se manifestait également dans les arts et la littérature. Des écrivains, des peintres, des musiciens venaient puiser l'inspiration dans cette synthèse réussie entre tradition et innovation, simplicité et sophistication. La cabane circulaire devenait un symbole artistique de l'harmonie possible entre l'homme et la nature, inspirant des œuvres qui célébraient la beauté de la simplicité et l'intelligence de la tradition. Les philosophes et les sociologues analysaient le phénomène Marcel comme révélateur des limites de la modernité industrielle et des aspirations contemporaines vers un développement plus équilibré et durable. Cette quête de sens à travers la redécouverte des savoirs traditionnels, témoignait d'une évolution profonde des mentalités européennes qui remettaient en question le mythe du progrès linéaire pour privilégier une approche plus nuancée et respectueuse du patrimoine culturel et naturel. L'œuvre de Marcel incarnait ainsi une forme de sagesse pratique qui réconciliait efficacité technique et respect des équilibres naturels, innovation contemporaine et fidélité aux traditions ancestrales. Cette synthèse harmonieuse traçait la voie d'un développement alternatif qui pourrait inspirer les solutions aux défis environnementaux et sociétaux du XXIe siècle naissant. Paragraphe 8. Le printemps 1991 marqua l'apogée de la reconnaissance internationale de Marcel Beaumont avec l'inauguration du Centre international d'études de l'architecture vernaculaire énergétique à Saint-Véran, financé conjointement par l'Union européenne, l'UNESCO et plusieurs fondations privées dédiées à l'environnement. Cette institution unique au monde, construite naturellement selon les principes de l'architecture circulaire traditionnelle, devait servir de laboratoire permanent pour la recherche, l'enseignement et la diffusion des techniques de construction durable redécouvertes grâce aux travaux de Marcel. L'inauguration du centre attira les plus grandes personnalités mondiales de l'écologie et de l'architecture. Jacques Cousteau, pionnier de la protection marine, salua la redécouverte de techniques qui prouvent que nos ancêtres étaient de véritables écologistes avant la lettre. L'architecte Hassan Fathy, spécialiste de l'architecture pour les pauvres, déclara que « Marcel nous montre la voie pour construire dignement et efficacement avec les moyens du bord, leçon particulièrement précieuse pour les pays en développement ». Le programme de recherche du centre révéla rapidement de nouveaux aspects des techniques traditionnelles. L'équipe internationale de chercheurs dirigée par le professeur Yamamoto découvrit que l'efficacité de la construction circulaire variait selon l'orientation géographique et les caractéristiques géologiques locales. Cette adaptation fine aux conditions environnementales spécifiques expliquait pourquoi chaque région avait développé des variantes particulières de la technique de base, créant une diversité architecturale remarquable tout en conservant les principes fondamentaux communs. L'étude comparative des architectures vernaculaires mondiales révéla l'existence de constantes universelles dans les solutions développées par les différentes civilisations. La section dorée, proportion mathématique parfaite, se retrouvait spontanément dans les dimensions des constructions traditionnelles les plus efficaces. Cette convergence vers des rapports géométriques optimaux témoignait d'une intuition collective
qui avait permis aux constructeurs ancestraux de découvrir empiriquement les lois fondamentales de l'harmonie naturelle. Le centre développa également un programme de formation qui accueillit rapidement des stagiaires du monde entier. Ces compagnons de l'architecture durable repartaient dans leur pays d'origine avec la maîtrise des techniques traditionnelles adaptées à leur climat et géologie spécifique. Cette dissémination planétaire créait un réseau international de praticiens qui contribuaient à la renaissance mondiale de l'architecture vernaculaire énergétique. L'impact économique de cette renaissance dépassait largement les espérances initiales. L'industrie des matériaux naturels connaissait un essor spectaculaire, créant des milliers d'emplois ruraux dans l'extraction, la transformation et la commercialisation des pierres, terres et fibres végétales utilisées par l'éco-construction. Cette économie verte contribuait à la revitalisation des campagnes européennes et au développement d'un artisanat moderne respectueux des traditions locales. L'aspect social de ce renouveau architectural se révélait particulièrement important. Les chantiers de construction traditionnels réunissaient des participants de tous âges et de toutes origines sociales autour d'un projet commun qui valorisait le travail manuel et la transmission des savoirs. Cette convivialité créatrice contrastait avec l'individualisme et la mécanisation de la construction industrielle moderne, retrouvant l'esprit communautaire des anciens chantiers villageois. Marcel lui-même, malgré sa notoriété mondiale, conservait la simplicité et l'humilité qui l'avaient toujours caractérisé. Il continuait à vivre modestement dans sa cabane originelle, partageant son temps entre la formation des nouveaux apprentis et la recherche de perfectionnement technique. « Je ne suis qu'un passeur », répétait-il volontiers aux journalistes qui l'interrogeaient. « Ces connaissances ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent à tous nos ancêtres qui les ont développées et à tous ceux qui sauront les utiliser pour construire un monde meilleur. » Cette philosophie de la transmission gratuite et universelle du savoir traditionnel s'opposait radicalement à la logique commerciale et concurrentielle de l'industrie moderne. Marcel refusait systématiquement les propositions de brevets, de licences ou d'exploitation commerciale de ses découvertes, considérant que la connaissance était un bien commun de l'humanité qui ne pouvait être approprié à des fins lucratives. Cette éthique exemplaire renforçait encore son prestige moral et son influence spirituelle. L'héritage intellectuel de Marcel dépassait désormais le domaine de l'architecture pour influencer la réflexion générale sur les rapports entre tradition et modernité, locale et globale, simplicité et sophistication. Les universités européennes créèrent des chaires d'ethnologie technique pour étudier les savoirs traditionnels dans tous les domaines. Agriculture, médecine, artisanat, navigation. Cette reconnaissance académique des connaissances populaires représentait une révolution épistémologique majeure qui rééquilibrait les rapports entre sciences savantes et sagesse empirique. L'influence de Marcel sur la politique environnementale européenne était également considérable. Son exemple concret de développement durable inspirait les législateurs qui intégrèrent des incitations à l'utilisation de techniques traditionnelles dans les réglementations sur la construction écologique. Ces mesures favorisaient l'émergence d'une économie verte basée sur la valorisation du patrimoine technique ancestral et l'utilisation optimale des ressources locales. L'œuvre de Marcel témoignait ainsi de la possibilité de réconcilier efficacité contemporaine et respect des traditions, progrès technique et harmonie environnementale, innovation individuelle et transmission collective. Cette synthèse créatrice traçait la voie d'un développement authentiquement durable, qui puisait dans la sagesse du passé les solutions aux défis de l'avenir. Et de paragraphe 9. L'été 1992 apporta une consécration ultime à l'œuvre de Marcel Beaumont avec sa sélection comme conseiller technique pour la construction du village olympique des Jeux d'hiver d'Albertville, première application à grande échelle des principes de l'architecture vernaculaire énergétique dans un projet international majeur. Cette responsabilité extraordinaire pour un artisan autodidacte témoignait de la révolution qu'avait opérée sa redécouverte des techniques traditionnelles dans la perception mondiale de l'éco-construction et du développement durable. Le projet olympique représentait un défi technique considérable. Loger confortablement plusieurs milliers d'athlètes et d'officiels internationaux dans des conditions climatiques hivernales rigoureuses, tout en respectant les exigences écologiques et esthétiques d'un événement de prestige mondial. L'équipe architecturale dirigée par Marcel proposa une solution révolutionnaire, un ensemble de bâtiments circulaires et semi-circulaires
construit selon les principes traditionnels adaptés aux contraintes contemporaines de sécurité, d'accessibilité et de fonctionnalité moderne. La réalisation de ce village olympique écologique mobilisa une armée d'artisans formés selon les méthodes de Marcel, venus de toute l'Europe pour participer à ce chantier historique. Cette construction collective, menée selon l'esprit communautaire des chantiers traditionnels, mais avec l'organisation rigoureuse d'un projet international moderne, créait un pont symbolique entre les savoir-faire ancestraux et les exigences contemporaines de qualité et de performance. Les performances énergétiques du village olympique dépassèrent toutes les prévisions optimistes. Malgré un hiver particulièrement rigoureux et une fréquentation intensive, la consommation énergétique totale de l'ensemble resta inférieure de 80% aux standards conventionnels, tandis que le confort thermique atteignait des niveaux exceptionnels selon tous les témoignages des utilisateurs. Cette démonstration grandeur nature de l'efficacité de l'architecture vernaculaire eut un retentissement mondial considérable. L'aspect esthétique du village suscita également l'admiration générale. L'harmonie naturelle des formes circulaires intégrées dans le paysage alpin, la beauté authentique des matériaux locaux mis en œuvre selon les techniques traditionnelles, la diversité créative des solutions architecturales adaptées aux différentes fonctions créait un ensemble d'une qualité esthétique remarquable qui renouvelait complètement l'image de l'architecture écologique, souvent perçue comme rustique ou rudimentaire. Les médias internationaux couvrant les Jeux olympiques découvrirent avec fascination cette architecture révolutionnaire qui réconciliait performance moderne et authenticité traditionnelle. Les reportages télévisés diffusés dans le monde entier montraient Aude Marcel expliquant simplement les principes de ces constructions à des journalistes ébahis par la sophistication cachée de ces techniques apparemment rudimentaires. Cette exposition médiatique planétaire démultiplia l'influence internationale de l'école française d'éco-architecture traditionnelle. L'impact sur l'industrie mondiale du bâtiment fut immédiat et considérable. Des promoteurs immobiliers du monde entier sollicitèrent Marcel et son équipe pour développer des projets résidentiels utilisant les techniques olympiques adaptées au climat et aux réglementations locales. Cette demande explosive nécessita la création d'un réseau international de licenciés formés selon les méthodes de Saint-Véran, assurant la diffusion contrôlée et qualitative des savoirs redécouverts. L'influence architecturale de Marcel dépassait désormais le seul domaine de l'habitat pour inspirer des équipements publics, des bâtiments industriels et des ouvrages d'art qui intégraient les principes de l'architecture circulaire énergétique. Des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux furent conçus selon ces nouveaux paradigmes, obtenant des performances énergétiques exceptionnelles tout en créant des espaces de vie particulièrement harmonieux et apaisants. La recherche scientifique autour des découvertes de Marcel continua à progresser avec l'identification de nouveaux phénomènes physiques liés aux constructions traditionnelles. L'équipe du centre de Saint-Véran découvrit que certaines configurations de pierres naturelles généraient des champs électromagnétiques de très faible intensité, mais de fréquence particulière, qui stimulaient bénéfiquement les organismes vivants. Cette architecture bioénergétique ouvrait des perspectives thérapeutiques inédites pour l'habitat santé. Paragraphe 9. L'été 1992 apporta une consécration ultime à l'œuvre de Marcel Beaumont avec sa sélection comme conseiller technique pour la construction du village olympique des Jeux d'hiver d'Albertville. Première application à grande échelle des principes de l'architecture vernaculaire énergétique dans un projet international majeur. Cette responsabilité extraordinaire pour un artisan autodidacte témoignait de la révolution qu'avait opérée sa redécouverte des techniques traditionnelles dans la perception mondiale de l'éco-construction et du développement durable. Le projet olympique représentait un défi technique considérable. Loger confortablement plusieurs milliers d'athlètes et d'officiels internationaux dans des conditions climatiques hivernales rigoureuses, tout en respectant les exigences écologiques et esthétiques d'un événement de prestige mondial. L'équipe architecturale dirigée par Marcel proposa une solution révolutionnaire, un ensemble de bâtiments circulaires et semi-circulaires construits selon les principes traditionnels adaptés aux contraintes contemporaines de sécurité, d'accessibilité et de fonctionnalité moderne. La réalisation de ce village olympique écologique mobilisa une armée d'artisans formés selon les méthodes de Marcel, venus de toute l'Europe pour participer à ce chantier historique.
Cette construction collective, menée selon l'esprit communautaire des chantiers traditionnels, mais avec l'organisation rigoureuse d'un projet international moderne, créait un pont symbolique entre les savoir-faire ancestraux et les exigences contemporaines de qualité et de performance. Les performances énergétiques du village olympique dépassèrent toutes les prévisions optimistes. Malgré un hiver particulièrement rigoureux et une fréquentation intensive, la consommation énergétique totale de l'ensemble resta inférieure de 80% aux standards conventionnels, tandis que le confort thermique atteignait des niveaux exceptionnels selon tous les témoignages des utilisateurs. Cette démonstration grandeur nature de l'efficacité de l'architecture vernaculaire eut un retentissement mondial considérable. L'aspect esthétique du village suscita également l'admiration générale. L'harmonie naturelle des formes circulaires intégrées dans le paysage alpin, la beauté authentique des matériaux locaux mis en œuvre selon les techniques traditionnelles, la diversité créative des solutions architecturales adaptées aux différentes fonctions créait un ensemble d'une qualité esthétique remarquable qui renouvelait complètement l'image de l'architecture écologique, souvent perçue comme rustique ou rudimentaire. Les médias internationaux couvrant les Jeux olympiques découvrirent avec fascination cette architecture révolutionnaire qui réconciliait performance moderne et authenticité traditionnelle. Les reportages télévisés diffusés dans le monde entier montraient Aude Marcel expliquant simplement les principes de ces constructions à des journalistes ébahis par la sophistication cachée de ces techniques apparemment rudimentaires. Cette exposition médiatique planétaire démultiplia l'influence internationale de l'école française d'éco-architecture traditionnelle. L'impact sur l'industrie mondiale du bâtiment fut immédiat et considérable. Des promoteurs immobiliers du monde entier sollicitèrent Marcel et son équipe pour développer des projets résidentiels utilisant les techniques olympiques adaptées au climat et aux réglementations locales. Cette demande explosive nécessita la création d'un réseau international de licenciés formés selon les méthodes de Saint-Véran, assurant la diffusion contrôlée et qualitative des savoirs redécouverts. L'influence architecturale de Marcel dépassait désormais le seul domaine de l'habitat pour inspirer des équipements publics, des bâtiments industriels et des ouvrages d'art qui intégraient les principes de l'architecture circulaire énergétique. Des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux furent conçus selon ces nouveaux paradigmes, obtenant des performances énergétiques exceptionnelles tout en créant des espaces de vie particulièrement harmonieux et apaisants. La recherche scientifique autour des découvertes de Marcel continua à progresser avec l'identification de nouveaux phénomènes physiques liés aux constructions traditionnelles. L'équipe du centre de Saint-Véran découvrit que certaines configurations de pierres naturelles généraient des champs électromagnétiques de très faible intensité, mais de fréquence particulière, qui stimulaient bénéfiquement les organismes vivants. Cette architecture bioénergétique ouvrait des perspectives thérapeutiques inédites pour l'habitat santé. L'aspect philosophique de l'œuvre de Marcel résonnait particulièrement dans une époque qui commençait à questionner les fondements du développement industriel et à rechercher des modèles alternatifs plus respectueux de l'environnement et des équilibres naturels. Son exemple démontrait concrètement qu'il était possible de concilier confort moderne et sagesse ancestrale, efficacité technique et harmonie écologique, innovation contemporaine et respect des traditions. Cette synthèse créatrice inspirait une nouvelle génération d'architectes, d'urbanistes et de décideurs politiques soucieux de construire un avenir véritablement durable. L'héritage de Marcel transformait également la perception du patrimoine culturel immatériel, révélant que les savoir-faire traditionnels constituaient un trésor technologique aussi précieux que les innovations de pointe de la recherche contemporaine. Cette reconnaissance de la valeur des connaissances populaires encourageait un mouvement mondial de sauvegarde et de valorisation des techniques vernaculaires dans tous les domaines: agriculture, médecine, artisanat, navigation, architecture. Paragraphe 10. 20 ans après la construction de sa première cabane circulaire, Marcel Beaumont contemplait avec une fierté discrète l'immense mouvement qu'avait déclenché sa simple redécouverte des techniques ancestrales. En 2007, des milliers de constructions inspirées de ces principes s'élevaient sur tous les continents, témoignant de l'universalité et de l'actualité de ces savoirs millénaires.
l'architecture vernaculaire énergétique était devenue un secteur économique majeur, employant des centaines de milliers d'artisans formés selon ces méthodes, et contribuant significativement à la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre. L'École internationale de Saint-Véran avait formé plus de 50 000 praticiens qui essaimaient dans le monde entier, adaptant les principes fondamentaux aux spécificités climatiques, géologiques et culturelles de leur région d'origine. Ces ambassadeurs de l'architecture durable créaient un réseau planétaire de compétences qui perpétuait et enrichissait constamment la tradition redécouverte. Chaque adaptation locale apportait de nouvelles innovations qui, partagées collectivement, enrichissaient le patrimoine commun de connaissances. L'impact scientifique des découvertes de Marcel dépassait largement le domaine de la construction pour influencer la recherche fondamentale en physique des matériaux, en thermodynamique et en géobiologie. Les phénomènes électromagnétiques et piézoélectriques identifiés dans ces constructions inspiraient le développement de nouvelles technologies énergétiques qui révolutionnèrent la conception des matériaux intelligents et des systèmes énergétiques passifs. L'influence sociale et culturelle de son œuvre se manifestait par l'émergence d'un mouvement mondial de retour aux sources, qui valorisait les savoirs traditionnels et les modes de vie durables. Des communautés éco-responsables s'organisaient autour des principes de construction et de vie développés à Saint-Véran, créant des modèles alternatifs de société qui réconciliaient bien-être individuel et respect collectif de l'environnement. L'aspect thérapeutique de l'architecture vernaculaire avait également connu un développement considérable avec la création de centres de soins spécialisés utilisant les propriétés bioénergétiques des constructions circulaires. Ces établissements, reconnus par les autorités médicales, obtenaient des résultats remarquables dans le traitement des troubles du stress, des dépressions et de certaines pathologies chroniques. L'architecture thérapeutique devenait une discipline médicale à part entière. Marcel lui-même, âgé désormais de 72 ans, continuait à vivre simplement dans sa cabane originelle, devenue lieu de pèlerinage pour les architectes du monde entier. Malgré les honneurs et la notoriété mondiale, il était resté fidèle à ses valeurs d'humilité et de simplicité, consacrant ses dernières années à la transmission orale de ses connaissances aux nouvelles générations. Sa sagesse populaire, enrichie par l'expérience et la réflexion, en faisait un maître spirituel autant que technique. L'évolution de sa technique vers des applications high-tech démontrait la capacité d'adaptation et d'innovation permanente des principes traditionnels. Des gratte-ciel écologiques intégraient des éléments circulaires optimisés par calcul informatique, des stations spatiales expérimentées l'architecture circulaire pour l'habitat en apesanteur, des villes entières étaient ou ont été conçues selon des plans urbains inspirés de la géométrie vernaculaire redécouverte. L'héritage philosophique de Marcel dépassait désormais la technique pour inspirer une réflexion globale sur les rapports entre humanité et nature, tradition et modernité, locale et universelle. Son exemple démontrait que la vraie innovation ne consistait pas forcément à inventer du nouveau, mais parfois à redécouvrir avec un regard neuf les solutions que la sagesse ancestrale avait développées. Cette leçon d'humilité était particulièrement précieuse dans une époque tentée par l'hybris technologique. L'impact environnemental de son mouvement était mesurable à l'échelle planétaire. La généralisation de l'architecture vernaculaire énergétique contribuait significativement à la réduction de la consommation énergétique mondiale et à l'atténuation du réchauffement climatique. Cette contribution concrète aux défis écologiques majeurs de notre époque donnait une dimension prophétique à la redécouverte fortuite d'un chasseur alpin curieux. L'avenir s'annonçait prometteur pour les techniques redécouvertes par Marcel. Les nouvelles générations d'architectes, formées dès l'école aux principes de l'éco-construction traditionnelle, développaient des synthèses créatives entre high-tech et low-tech qui repoussaient constamment les limites de l'efficacité énergétique et du confort d'habitat. L'architecture du futur s'inspirait du passé pour construire un présent durable. La cabane circulaire de Marcel, simple construction montagnarde conçue empiriquement selon la tradition familiale, était devenue le symbole mondial d'une architecture réconciliée avec la nature. Cette petite réalisation locale avait démontré qu'un homme seul, armé de la sagesse de ses ancêtres et d'un esprit d'observation, pouvait changer la face du monde. Cette leçon d'espoir et de responsabilité individuelle résonnait particulièrement dans notre époque
qui cherche des solutions aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle. L'histoire de Marcel Beaumont prouvait définitivement que les plus grandes révolutions naissent parfois des découvertes les plus simples, que l'innovation la plus sophistiquée peut jaillir de la tradition la plus ancienne, et que la sagesse populaire recèle des trésors que la science la plus avancée met parfois des décennies à comprendre et à valider. Cette synthèse harmonieuse entre passé et futur, simplicité et sophistication, locale et universelle, traçait la voie d'un développement authentiquement durable pour l'humanité.